Bien, bonjour à tous et on reprend donc nos TD concernant Bind et les serveurs de nom, les serveurs DNS. Donc on va reprendre donc là où on en était par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire que premièrement, lorsqu'on fait un HTTP de //localhost par exemple, où la majorité du temps, soit on recherche un enregistrement de type A, ou soit on recherche un enregistrement de type AAAA. Donc, euh, lorsque vous éditez votre fichier de host, par exemple, pour mettre en dur un nom dans votre système, soit Windows, soit macOS, par exemple, ou sur Linux même, c'est l'un de ces deux enregistrements que vous vous substituez. Soit vous mettez en dur une adresse IP en V4 et par conséquent vous remplacez un enregistrement de type A, soit vous mettez une adresse IPv6 et par conséquent vous vous substituez à un enregistrement de type AAAA. Donc l'avantage c'est que là vous pouvez par exemple faire des tests et tout, faire du développement sur votre environnement local, ça fonctionne sans problème. Dans certaines entreprises, on fait ça également, par exemple pour avoir des noms de domaine en type .local. Par exemple, ma société point local, ma société point dev, par exemple, parce que ce sont des noms de domaine de premier niveau qui n'existent pas. Et on aime bien des fois avoir son propre réseau privé, son propre nom de domaine privé, inconnu du monde du public. Donc on peut créer ce qu'on appelle un nom de domaine en dur. Et par contre, effectivement, la problématique, c'est que, un, euh, si vous faites ça, ben, c'est que pour les machines qui connaissent, qui ont connaissance de ces noms de domaine-là. Et par conséquent, c'est que du AAAA. Vous ne pouvez pas donc faire du mail parce que vous avez besoin des enregistrements de type MX. Vous ne pouvez pas faire du DNS parce que vous avez besoin des enregistrements de type NS avec la délégation euh, du registry ou du registrar, selon à qui vous achetez le nom de domaine, et qui lui n'a pas la délégation de la racine. Et il y a donc du coup, c'est pas de visibilité vers l'extérieur et pas possibilité d'utiliser des mails depuis l'extérieur du coup. Par exemple, mail ou autre. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer donc dans la lignée de nos exercices. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, euh, c'est on va installer nous-mêmes euh, notre propre serveur bind. Donc, pour ce faire, on fait sudo apt install bind 9. Voilà, il me demande de confirmer, ce qui est très bien. N'oubliez pas de faire une mise à jour de votre système Ubuntu de temps en temps. Ça ne paie pas de mine. Donc là, je vais le faire par exemple. Sudo apt upgrade, update et sudo apt upgrade. Voilà, il me dit il y a tout ça à mettre à jour. D'ailleurs, on peut voir euh, sur la première ligne, il y a Grub. Grub, c'est le lanceur de votre machine virtuelle ou de votre Linux en général. Euh, il y a une mise à jour apparemment de Linux firmware. Il y a une mise à jour de Python 3, tout comme quoi Python 3 évolue avec le temps. Et il y a une mise à jour de MySQL Server. Donc si jamais vous avez MySQL sur votre environnement, bah, ce sera mis à jour. Donc là, ok, on va lancer la mise à jour. Comme ça, on aura un système plus sécurisé. Puis on va pouvoir continuer. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre comment est configuré notre serveur bind, notre serveur de DNS. Et du coup, on va
copier-coller notre nom de domaine, notre nom de domaine privé à nous, dans le cadre donc, de notre exemple. Donc, par exemple, vous voulez faire du dev sur votre machine Ubuntu. Par contre, vous voulez accéder depuis votre machine Windows, par exemple, http://toto.com, par exemple. Vous n'avez pas acheté, bien évidemment, toto.com, mais vous voulez simuler donc ce service-là, ce site internet sur votre machine virtuelle. Donc, ce qu'il faut savoir, donc là, je vais utiliser la partie droite vu que la partie de gauche est en train de travailler. D'ailleurs, je vais la remonter un peu pour que vous puissiez voir. Je crois que j'ai ma cam qui embête un petit peu la vue. Donc, je suis désolé. Hop, voilà. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de comprendre quels sont les fichiers qui sont utilisés. Premièrement, il y a trois fichiers principaux que vous devez connaître, enfin que vous devez connaître, qui existent en tout cas avec Bind. Donc, on va faire un sudo vim etc bind, tout est là-dedans, d'accord? Vous avez trois fichiers, un named.conf, donc si vous ne voyez pas très bien, vous faites deux points syntax off, ça vous l'avez déjà vu ensemble. Donc, je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc, ceci, c'est un fichier de configuration, donc dans etc bind, name.conf, c'est le fichier de configuration qui inclut tous les autres fichiers de configuration. Il n'y a rien de spécial. Vous n'avez pas à y toucher normalement. Ensuite, named.conf.option. Donc, c'est là que va se trouver la configuration de votre service bind. Des fois, bind est utilisé donc pour répondre à des noms de domaine euh, bien spécifiques. Par exemple, le nom de domaine de votre site internet, le nom de domaine de beaucoup de sites internet, mais il peut être utilisé également dans un autre mode, qui est le mode résolveur, c'est-à-dire quand vous-même vous voulez aller sur google.fr, vous avez besoin d'un serveur de DNS qui va vous dire OK, Google, c'est tel serveur, par exemple. Tout comme fait votre fournisseur d'accès Internet, dans la réalité, il vous fournit une connexion Internet, mais il vous fournit aussi un serveur de DNS, l'accès en tout cas à son serveur de DNS, pour que vous puissiez faire la translation des noms de sites Internet en des adresses IP. Mais dans le cadre de ce qu'on va faire, on ne va pas y toucher à ce fichier. Et vous avez un troisième fichier qui s'appelle named.conf.default-zone. Et en fait, là-dedans, vous avez vous avez plusieurs types d'enregistrement. Le premier, c'est la zone point, c'est la zone route, c'est-à-dire quelles sont les adresses IP, quelles sont les adresses IP ou quels sont les serveurs DNS qui vont répondre ensuite, vous rappelez-vous, à com. Ou après ensuite multidist. Ou iutsf.org, etc., etc. Donc, si on va éditer ce fichier-là, donc sudo, parce qu'il faut être un peu curieux pour savoir comment ça fonctionne, hein. Alors, ça explique que, on l'avait vu ensemble, vous avez des serveurs qui s'appellent root-server.net. Vous avez le serveur A, le serveur B, le serveur C, comme je vous disais, qui sont répartis un peu partout dans le monde. Et par défaut, bah, les adresses IP sont ici. Donc, ce sont les adresses IP de ces serveurs-là dans chacun des coins du monde. Adresse IPv4, pareil, adresse IPv6, avec un champ 4 fois A.
Autre chose, euh, vous remarquerez euh, qu'il y a M serveur. Donc, je vous laisse compter le nombre de serveurs. Et, euh, et en fait, donc du coup, ce qui fait que vous avez en dehors de votre machine ces adresses IP-là. C'est-à-dire que quelqu'un de malveillant peut très bien dire, voilà, ok, je vais bidouiller à la main ces adresses IP-là et je dis à mon serveur de résoudre en local, en interne, sur ce serveur-là. Donc du coup, potentiellement, on peut, euh, on peut pirater votre site internet, on peut se faire passer pour votre site internet, donc ce qui peut être très, très dangereux. Hop, on va continuer la mise à jour. Donc voilà, donc pas touche à ces fichiers-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, euh, donc c'est un fichier qui s'appelle named.conf.local qu'on va éditer. Hop, on y arrive. Named.conf.local. Donc voilà, donc va pouvoir ajouter donc notre nom de domaine, par exemple zone, mon site, euh, mon site bidon.com, d'accord? Et, euh, et par contre, il faut lui donner le type, donc c'est master. En fait, dans la réalité, master c'est quoi? C'est que euh, quand vous avez master, vous avez des serveurs DNS qui sont master, des serveurs DNS qui sont esclaves, donc maître-esclave. Si vous êtes en configuration maître-esclave, à chaque fois que vous mettez à jour votre serveur maître, vous allez mettre à jour également, ça va mettre à jour automatiquement le serveur esclave si le maître il est bien configuré. Par défaut, là, on va travailler avec qu'un seul serveur DNS. Vous pouvez très bien faire le test avec votre deuxième machine Ubuntu configurée en mode esclave, mais ça nécessite un peu plus de temps pour comprendre comment cela fonctionne. Donc, mon site bidon.com va avoir comme fichier mon site bidon.com.host, par exemple. Et là, mettez un point virgule à la fin normalement. Et voilà. Donc, en fait, dans la réalité, votre fichier de zone, il était configuré dans le fichier named.conf.option. D'accord? Le répertoire de base, c'est var cache bind. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai dit qu'on allait mettre dans var cache bind, on va créer un sous-répertoire de domaine et à l'intérieur, on va mettre un autre fichier de host. Donc, sudo mkdir /domaine. Et maintenant, sudo vim. On l'a appelé mon site bidon.com pour host. D'ailleurs, vous pouvez avoir une autre convention de, nom, de nommage de fichiers, hein. Mais bon, pour faire simple, je le fais comme ça. Et à l'intérieur de ça, en fait, on va mettre l'ensemble des enregistrements DNS euh, de mon nom de domaine. Donc, on y va. La première chose à faire, c'est qu'on va mettre le TTL, $TTL 86400, c'est le temps que met mon nom qu'il faudra au cache DNS pour recharger mon enregistrement. Donc, mon site bidon.com. Il y a un point ici, c'est très important.
in SOA. SOA, on l'a vu la dernière fois déjà. C'est Start of Authority, donc c'est l'enregistrement de base de votre serveur, de votre nom de domaine. Donc il se compose de deux éléments. Le premier, c'est le nom du serveur DNS. Et le deuxième, par exemple, d'ailleurs, c'est pas ceci, c'est mon site bidon.com. Mon site bidon.com. Alors, le deuxième argument ici, c'est l'adresse email du contact qui va s'occuper du nom de domaine en cas de litige, en cas d'abus, en cas de problématique technique. Ensuite, ici, vous allez le voir, euh, ce sont des valeurs arbitraires qu'on met, mais si vous regardez la documentation, il y a le TTL, il y a le numéro de la version de mon enregistrement DNS, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous mettez à jour votre enregistrement DNS, les autres serveurs DNS ne vont pas reprendre votre nouvelle configuration tant que vous n'avez pas mis à jour le numéro de la version de votre fichier. Donc, très important, pensez-y. Ensuite, mon site. Alors, vous avez plusieurs choses à faire. Mon site bidon.com.in ns serve.monsitebidon.com. Le point à chaque fois est très important, c'est pour dire que c'est la fin de sa part de l'enregistrement racine, donc on ajouterait un après. Si jamais je ne mets pas le point ici, ça sous-entend que c'est le serveur pour mon site bidon.com pour mon site bidon.com. Parce que on est en train de discuter ici de cet enregistrement, on discute de l'enregistrement pour ce nom de domaine-là. Donc, très important le point. Donc, voilà, on va faire un enregistrement serveur.com in à 192 168 56.107. Pour rappel, 56.107, c'est l'adresse IP de ma VM, donc que vous pouvez obtenir euh, directement en faisant IP espace adresse ou IP espace A euh, dans le shell Linux. Donc on va faire autrement. Donc j'aurais très bien pu dire www.monsitebidon.com. D'accord. Mais on va essayer. On va faire autrement. On va mettre 3 W seulement. In a 104 in cname serveur.monsitebidon.com FTP si on a envie, etc. Donc là, j'ai failli faire une erreur, donc il y a un point. Et puis voilà. Une fois que tout est OK, vous allez redémarrer le service bind. Donc pour rappel, euh, il faut bien mettre le nom du service, puis le mot-clé restart. Et ensuite, vous reprenez, vous faites status pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, en l'occurrence, il me dit qu'il y a une anomalie dans mon fichier de conf au niveau de la ligne 10 à peu près. D'accord, c'est toujours de l'à peu près. Donc, on va se mettre à ligne 10. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Eh bien, c'est très simple. Il n'arrive pas à lire cette ligne-là, j'imagine, la ligne 9. Et
cause, je pense qu'il attend. Tac, in ls serveur. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Expected uncoating string near l'indice. Donc, pour rappel, on met syntaxe off pour comprendre ce qui a été fait. In SOA serveur.monsitebidon.com. Postmaster.monsitebidon.com. 1. monsitebidon.com. In ns serveur.monsitebidon.com. serveur.monsitebidon.com. In a. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui, lorsque on commence à faire... Ah, d'accord. En fait, je regardais au mauvais endroit. On recommence. L'erreur n'était pas au niveau de mon nom de domaine, mais il était au niveau, vous voyez, de ce fichier-là. Donc l'indice, effectivement. Très bien. Donc la problématique, elle est du fait que là, euh, le type master il y a pas, ne prend pas de guillemets. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, voilà. Donc voilà. Donc maintenant pour vérifier si mon site bidon.com fonctionne, en fait, je peux très bien faire un NSLOOKUP de ce site-là sur 127.0.0.1 qui, rappelez-vous, est l'adresse IP en local de ma machine. Je pourrais très bien dire 192 168.56.107 de mémoire. Voilà. Et donc il me dit, OK, www.monsitebidon.com, c'est un canonical name, donc c'est un CNAME qui renvoie vers serveur.monsitebidon.com et serveur.monsitebidon.com porte l'adresse IP 192.168.56.107. Il y a un autre truc qui peut être intéressant à faire maintenant, euh, c'est que je vais faire ceci, je vais décaler, c'est-à-dire que depuis ma machine ici, je devrais pouvoir faire un NSLOOKUP également. www.monsitebidon.com 192.168.56.107. Voilà, donc il me dit en fait le serveur DNS qui me répond c'est celui-ci et il me dit que c'est un alias qui pointe vers le serveur pour mon site bidon.com dans l'adresse IP et celle-ci. Alors, sous Windows, c'est pas écrit de la même manière que sous Ubuntu. Sous Ubuntu,
ou sous Mac normalement, c'est bien écrit que voilà, www, c'est un canonical name de serveur dont l'adresse IP est à 56.107. Voilà. Donc maintenant qu'on a essayé de faire ça, qu'on sait faire ça, on va faire, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, je veux aller sur http://monsitebidon.com depuis mon navigateur d'ailleurs. Je vais ouvrir un Chrome. Et puis voilà, on y arrive. Et puis mon site bidon.com actuellement il pointe sur rien du tout. Il va pointer, si le nom de domaine existe, il va pointer sur un truc voilà, qui n'a rien à voir avec nous. Pour preuve, si je fais nslookup de mon site bidon.com, j'enlève le fait que c'est le serveur DNS de ma machine virtuelle qui répond, il va me dire, OK, bah, j'ai trouvé un truc. Mon site bidon.com, c'est ces trois adresses IP-là. Or, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de bidouiller moi-même. Donc, la chose qui va être intéressante de faire, c'est de dire à mon interface Windows, en tout cas, voilà, maintenant tu n'utilises pas le serveur de DNS de ton FAI, de ton fournisseur d'accès Internet, mais tu as utilisé l'adresse, euh, le serveur de DNS de la VM. Donc, pour ce faire, euh, on va aller configurer les paramètres réseau. Si j'arrive, hop, voilà. Donc, pour faire ceci, il faut pouvoir modifier les options d'adaptateur, normalement. On y arrive. Donc, pour faire notre test, moi, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de désactiver l'ensemble de vos interfaces Wi-Fi qui sont inutiles. Donc, là, par exemple, je vais d'abord désactiver. Moi, j'ai une connexion VPN en plus qui tourne, qui ne sert à rien. Donc là, je l'ai désactivé. Vous voyez, elle est partie. Je vais désactiver le Wi-Fi, que je pourrais rallumer si je veux après, une fois que j'ai terminé de faire mes tests. Et je vais prendre, vous voyez, cette interface réseau qui s'appelle VirtualBox Host Only Network. Euh, je vais faire propriété. Et quand ça va se démarrer, je vais aller ici, IPv4, et je vais lui dire ici mon serveur de DNS privé préféré, 56.107. Voyons voir. Maintenant, je refais la même requête pour mon site bidon sans me mettre en dur l'adresse IP du serveur de DNS. Et vous voyez que la réponse, maintenant, elle est strictement la même. D'accord? Que si que si je mettais en dur l'adresse IP de mon serveur de DNS. Donc, ce qui a pour conséquence de dire que si jamais je fais F5 ici, et que j'enlève l'HTTPS, si on y arrive, alors je vais le faire avec navigation privée. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que maintenant Google Chrome essaie par défaut de faire HTTP directement, HTTPS directement. Donc, du coup, vous voyez, là, du coup, j'ai pu forcer HTTP. Et donc, comme j'ai fait HTTP,
il m'affiche la page où il y a le PHP info qui, pour rappel, euh, la page par défaut dans var www HTML. Quand on a fait la vidéo sur, sur le serveur Apache. Donc du coup, moi, si vous voulez, je vous invite à paramétrer ensuite, par exemple, un site internet. Vous créez un virtual host. Donc, vous pouvez reprendre des vidéos sur la création de virtual host et du coup, vous pouvez faire votre site bidon comme ça. Donc, même pour, par exemple, si je retrouve ma souris, si je reste sur mon serveur par défaut, rappelez-vous, moi j'ai fait un slash WordPress et vous voyez le WordPress que j'avais installé lors de la vidéo du serveur Apache bah, fonctionne bien avec un site internet qui s'appelle monsitebidon.com. Alors, euh, maintenant que vous savez ça, il y a une chose que je vous invite à ne surtout pas faire, c'est de vous substituer euh, à un site internet déjà existant. D'accord? Ne venez pas créer une page qui ressemble comme deux gouttes d'eau à gmail.com dans le but de subtiliser ou voler des logins, des mots de passe d'utilisateurs de l'Internet. Premièrement, bah, déjà, il faut que ces gens-là ils soient connectés à votre réseau. Donc ça, c'est une problématique qui, effectivement, bah, normalement ne se posera pas. Mais si tant est que vous gérez votre propre réseau et que vous avez des gens qui vont sur votre réseau et qui vont accéder à votre serveur de DNS, ils vont effectivement pouvoir être redirigés vers un site, par exemple Google gmail.com, qui se trouve en fait être un site hébergé sur un de vos serveurs local et vous pouvez vous permettre en tout cas de faire des actes malveillants et de récupérer des mots de passe, par exemple. Donc, attention, très gros warning, il ne faut absolument pas faire de phishing ni essayer de récupérer de manière frauduleuse des logins mots de passe. Si jamais vous voulez faire des sites internet pour tester, je vous invite à prendre des noms de domaine bidons, des noms bidons ou des adresses de sites internet en .dev, en .local, etc. Pour pas créer de confusion au niveau euh, au niveau de votre réseau. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu euh, voir quelques notions en tout cas sur les serveurs de DNS. Donc n'oubliez pas, lorsque vous avez terminé, là quand vous faites ça, vous n'avez plus Internet, hein. Euh, vous avez totalement plus Internet. Donc pour remettre l'Internet, n'oubliez pas de faire propriété. Sur les paramètres IPv4, vous enlevez l'adresse IP de votre serveur de DNS local, n'est-ce pas? Et vous rallumez le Wi-Fi si jamais vous étiez branché sur le Wi-Fi. Donc, une fois que c'est OK, pour vous assurer que tout est OK, vous relancez la même requête NSLOOKUP. Vous voyez que c'est toujours pas on spécifie pas en dur l'adresse IP du serveur sur lequel on veut contrôler. Je réexécute et il me redonne les noms des enregistrements qui viennent de l'Internet. Alors, ce qui peut être drôle par rapport à tout à l'heure, vous avez vu, c'est que tout à l'heure, j'avais que des adresses IPv4 et là maintenant, en refaisant la même NSLOOKUP, vous avez également des adresses IPv6. Alors, ça s'explique de la manière suivante, c'est que tout à l'heure, j'étais sur le VPN de mon entreprise, enfin d'une de mes entreprises pour lesquelles je travaille, et l'adresse IP de mon serveur de DNS est en full IPv4. Cette entreprise-là ne travaille pas en IPv6. Tandis que là, comme j'ai éteint le VPN,
je vais récupérer par défaut le premier serveur DNS sur lequel je peux me connecter, c'est-à-dire celui de ma box euh, qui est chez SFR et dont l'adresse du serveur DNS est 192.168.1.1, mais la box, elle, est connectée en IPv6. Donc du coup, je peux récupérer les adresses, en tout cas les adresses DNS en IPv6 de manière native. Donc si jamais je tape www.monsitebidon.com, si jamais j'ai l'IPv6 activé sur mon ordinateur, en priorité, mon navigateur va essayer de se connecter en IPv6. Sinon, il va le faire en IPv4. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ces quelques explications. Si jamais vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter à venir me les poser. Et, euh, et, euh, et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. À bientôt.